Jungle Jenna! I know you're crazy about that thing. Henry, you and me, we get to look up at the stars. We don't get to have one. A stuntman and a starlet? It doesn't match. Action! Dans cette nouvelle causerie du repère. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est un très fameux court-métrage dont le titre est Gorilla, qui a été récompensé dans le monde entier un nombre incalculable de fois, enfin incalculable non, mais multiples fois en tout cas. Thibaut Pinsard, qui en est l'auteur, et Philippe Brelot, qui en est le héros, nous font l'amitié d'être présents avec nous aujourd'hui. Et Greg va nous les présenter, Thibaut et Philippe, dans quelques secondes. Mais je voulais aussi accueillir spécialement Gilles, que tous les repères-nautes connaissent et qui est notamment modérateur du Festival permanent du repère, qui historiquement a présenté des tas et des tas de courts-métrages sur le repère. Et donc, qui nous a aidés à préparer cette causerie. Et donc, Greg, c'est à toi, si tu veux. Eh bien, je vais essayer de présenter d'abord Thibaut, qui est réalisateur, qui a fait pas mal de courts-métrages, mais pas que. Notamment depuis Gorilla, tu as fait un documentaire sur une chef d'éco fameuse, qui a d'ailleurs collaboré sur le court-métrage. Tu as aussi réussi à travailler pendant le confinement. Bravo, bravo à toi, tu as fait une série documentaire. Et puis, tu as aussi réalisé une série en Australie qui s'appelle Pet Killer. Donc, est-ce que tu veux nous dire un mot sur Pet Killer ou en résumé une série oui, alors qui fait du mal aux animaux? Oui. Pet Killer, c'était au départ, c'était une demande de la plateforme. Enfin, je devais réaliser, puis je me suis retrouvé aussi à le scénariser, cette série dont je ne suis pas à l'origine du concept, à savoir un gars qui devient tueur à gages d'animaux domestiques. Et je l'ai écrite, ensuite je l'ai réécrite avec un auteur australien, un scénariste australien. Je l'ai tournée là-bas et elle est terminée. Maintenant, elle fait les festivals. Et j'attends qu'elle soit vendue et diffusée. Donc, c'est une série d'humour noir. Et là, le gros challenge alors, c'est du 10 fois 10 minutes, à peu près, hein, plus ou moins 10 minutes. Mais en tout cas, 10 épisodes d'environ 10 minutes. Et le gros challenge, c'était qu'en fait, au cinéma, on peut toucher aux êtres humains comme on veut. On peut avoir un héros ou un anti-héros qui va dézinguer à bout de bras. Par contre, si on tue un petit chien innocent, enfin, vous vous souvenez dans Independence Day, le chien est sauf, quoi. Ok, ça marche. Philippe, toi, tu es directeur de la photographie, tu as fait beaucoup de courts-métrages aussi, du documentaire, et même au moins un long-métrage, et peut-être même plus, j'ai pas bien compris en lisant ton IMDb, mais en tout cas, tu en as fait un en 2019 avec, si ma mémoire est bonne, Thierry Lhermitte et Michel Larocque, qui s'appelle Joyeuse retraite. Et puis, tu es aussi le fondateur de cinématographie.info. Et je pense qu'on peut ajouter que tu es vice-président de l'Union des chefs opérateurs, si je dis pas de bêtises. Exactement. J'ai plein de casquettes. J'ai plein de casquettes. Oui, j'ai fait plusieurs longs métrages, heureusement, depuis le temps que je travaille. Mais oui, c'est peut-être le plus connu parce que c'est celui qui a fait le plus d'entrées et qui avait, pour moi, un des plus gros budgets de départ. Voilà. Et je suis directeur de la photo. J'étais photographe au départ, au tout début de mon métier. Et après, je me suis orienté vers les images qui bougent pour être aujourd'hui directeur de la photo depuis quelques années. Donc, je disais, tu as un point commun avec Thibaut, c'est que vous avez fait tous les deux beaucoup de courts-métrages. Et moi, j'ai une première question pour vous, c'est pourquoi vous faites du court-métrage? Je me doute bien qu'il y a l'amour du cinéma et l'envie de raconter des histoires, mais sans doute que ce n'est pas les uniques motivations. Qui répond d'abord? Comme vous le sentez. Bah écoute, moi j'ai pas fait d'école du tout. Enfin, j'ai fait les beaux-arts en fait. Donc voilà. Donc autant dire qu'en formation technique c'était très sur le tas. Et le court métrage clairement c'était pour me faire la main, quoi. Voilà.
pour me faire la main et progresser, et me faire un réseau. Je partais de nulle part. Je n'ai pas fait mes études à Paris en plus. Je n'habite toujours pas Paris. Euh, comment, après 5 ans d'études qui sont censés me faire de moi un plasticien ou faire des performances, où je fais des performances, de la photo, de la vidéo art, en sachant que je veux faire du cinéma, comment j'y arrive, quoi. Donc j'ai mis un certain temps avant de m'avouer, enfin je le savais au fond de moi comme une petite musique qui jouait en permanence, mais j'osais pas y aller frontalement et je pense que j'avais pas la maturité pour me lancer tout de suite dans la fiction, donc je me suis lancé dans un gros, immense documentaire. Ça va faire 19 ans cette année que je bosse dessus, sur Iggy Pop et les Stooges. Euh, Waouh! donc, je pense que je vais faire un documentaire sur le documentaire qui, pour l'instant, n'est pas sorti, même s'il existe en réalité. Toutes les images, il y a eu plein de versions. Enfin, ouais, ça mériterait oui, un film à part entière, tellement il y a eu de rebondissements et de claques dans la gueule. En tout cas, il a fallu que je me pète le bras en 2007 pour que je me mette à l'écriture d'un scénario de fiction parce que j'avais 2 mois de libre devant moi, en gros, et puis l'idée avait maturé suffisamment longtemps pour que je m'y mette. Mais le secret, c'est de bien être entouré de gens bienveillants qui sont impliqués dans le projet. Et ça aussi, ça a été pour moi une grosse incompréhension au départ, particulièrement sur ce court-métrage qui s'appelle L'Île, où il y a Simon Charasson, Alison Paradis et Thierry Frémont qui a bien voulu faire le guest pendant une journée. J'avais, je veux dire, allez, 8/10 de l'équipe, je ne les connaissais pas d'avant. Ils étaient tous intermittents, jeunes. Il y en a qui était à l'image qui est devenu chef depuis. Enfin bref, ils ont tous progressé depuis, mais je ne les connaissais pas. Ils venaient bosser gratos. Et j'avais l'impression, pour la beauté de l'art, franchement, enfin, je vois pas pour quelle autre raison, mais moi, j'avais l'impression d'être à la tête d'une armée de cinglés, quoi. Parce qu'ils me devaient rien. J'avais pondu mon premier scénario. C'était du jus de cerveau, comme je pensais à l'époque. Et là, il y a 25 personnes qui sont là pour ce que j'ai imaginé dans un coin de ma tête. C'était dément, quoi. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce fonctionnement-là. Et je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et toi, Philippe, peut-être tu vas expliquer les motivations des cinglés donc, qui viennent travailler sur les courts-métrages, sur les idées des autres. Ouais, mais pas que pour l'amour du court-métrage. Non, le court-métrage est d'abord, c'est un lieu où on peut rentrer plus facilement sans être du sérail. C'est moi qui venais de documentaire à une époque où j'avais un peu laissé tomber la fiction. Pour retourner dans la fiction, le court-métrage est une bonne porte d'entrée. C'est un des derniers espaces de liberté contrôlée, j'entends, hein, de création de fiction. C'est là que j'ai trouvé les sujets les plus intéressants, les plus innovants, les plus fous, les plus décalés, où on me l'a laissé peut-être le plus m'exprimer en termes de lumière, en termes de création artistique, ouais, quand je dis un espace de liberté, on sait très bien que la liberté, elle est contrôlée par l'argent, parce que même un court-métrage, ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent et du temps. Et le temps et l'argent, c'est vraiment les moteurs de la guerre de la fiction. Mais c'est une liberté surveillée quand même assez large. Voilà. C'est plus facile de tuer des animaux en court-métrage que pour une série, peut-être. Par exemple, je prends l'exemple du film dont on va parler, de Gorilla. Thibaut m'a proposé le film. Les frères Cohen m'ont pas proposé d'aller faire La Lumière de César. J'aurais bien aimé, hein. Mais bon, un film d'époque, film à Hollywood, en court-métrage, on me le propose. En long-métrage, jamais je pense qu'on me proposera comme ça de but en blanc. J'ai pas la renommée. Je pense aussi, pour tout le monde, hein, moi, on a tout, enfin, sur un court-métrage, on a tous quelque chose à prouver, et la preuve qu'on peut apporter de ce qu'on peut faire ouvre des portes. Moi, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a fait. Je prends juste une anecdote. Il y a un réalisateur que je connaissais il y a très 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 longtemps, qui avait vu que des petits trucs à moi
on n'a jamais travaillé ensemble. On se connaît bien, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Et un jour, il me dit, tiens, c'est quoi cette photo que j'avais mis sur Facebook, un bout de gorilla. Il dit, c'est quoi cette photo? Je lui ai envoyé le lien. Il m'a dit, mais c'est génial, je savais pas que tu savais aussi faire ça, machin. On a tous un court-métrage, c'est une belle carte de visite. Hein. Et ce film nous a permis de nous rencontrer avec Philippe parce qu'il a sauvé le film d'une certaine façon, parce que en fait, je n'avais plus de chef-op très très peu de temps, quoi. 15 jours, Philippe, c'était à peu près, ou 3 semaines, je ne sais plus. Avant le tournage, 15 jours. 15 jours. Et notre ami commun, Ludo Elias, m'a parlé de toi, et je me souviens très bien quand je t'ai appelé pour t'en parler, et de ton scepticisme tant que tu n'avais pas lu. Et non, tu as vraiment sauvé le film, et puis tu vois, on se parle toujours. Ouais. Il était sceptique au départ? Tout le monde était sceptique sur ce film, hein. Franchement, avoir créé Hollywood en court-métrage, avec des plateaux de tournage et des films dans le film, oui, la plupart des gens n'y croyaient pas, quoi. Si on fait la genèse, moi j'étais à un moment j'étais sur un film où c'était un peu compliqué, donc il fallait vraiment que je m'aère l'esprit après. Donc ça a été très bien de tomber sur Thibaut, le coup de fil de l'ingé son, notre ami commun Ludo, qui nous a fait nous rencontrer. Mais en même temps, je suis arrivé sur quelqu'un de très stable, qui avait l'air très équilibré, qui me dit, on va tourner un film qui se passe en 1950 à Hollywood. Alors, je dis, bon, à quelle heure est l'avion? Il m'a dit, on tourne à Dijon. Donc, il y avait plein de choses un peu déjà rigolotes, un peu décalées. Et non, oui, évidemment qu'on a un doute. On a un doute parce que je ne savais pas qu'il y avait la chef d'écho qu'on a eue qui a apporté tellement au film, et je ne savais pas quel niveau d'investissement personnel il avait mis dans le film, Thibaut aussi. Je savais pas avant que je reçoive les premiers éléments, c'était une sorte de mood board du film, de tout le travail qu'il avait fait, du storyboard qu'il avait fait. C'est la première fois que je voyais un storyboard autant travaillé avec des intentions de jeu aussi puissantes. Le gars, enfin, tu peux y aller en confiance. Le gars, il a bossé. Le cinéma, c'est pas un métier de feignant. Hein. S'il n'y a pas du boulot fait, ça se voit tout de suite à l'image, ça se voit partout, ça se voit dans l'histoire, ça se voit partout. Et là, j'ai dit, tiens, c'est pas le gars, il a mis du temps. Je le connaissais pas du tout. Hein. J'ai dit, ça vaut le coup d'y aller. Si Thibaut, je déteste ce mot, mais si tu peux nous résumer Oui. le concept de Gorilla, et puis après, je pense que Forrest il pourra prendre la main sur la relation chef-op et réal. Ok, donc Gorilla, c'est l'histoire de Henry en 1952 à Hollywood, un gorilla man, c'est-à-dire un cascadeur qui loue ses prestations de plateau en plateau, ses prestations de gorille costumé. Et il se trouve qu'il est embauché sur un film de jungle lambda, enfin une série B, et il a une séquence dans laquelle il doit effrayer l'actrice principale, sauf on comprend très rapidement, avant même qu'il arrive sur le plateau, qu'il en pince méchamment pour elle. Alors est-ce de l'amour, est-ce seulement du désir, on ne sait pas. Mais néanmoins, ça lui fait perdre ses moyens sur le plateau, et donc il ne parvient plus à être un gorille effrayant, alors qu'il a juste à gesticuler devant elle et à lui faire peur, enfin, dans l'histoire. Et donc, tout l'enjeu, c'est arrivera-t-il à retrouver son gorille intérieur? Si oui, comment? Et quel impact sur elle? Voilà. J'avais une question qui était peut-être plus pour Thibaut, mais c'est comment on finance un court-métrage? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est impossible, il y a plein de gens qui essayent et qui n'y arrivent pas. Et toi, tu as réussi à avoir un peu d'argent. Tu n'en as pas eu plein, mais tu en as eu un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'es débrouillé? J'avais déposé à une seule région, encore une fois, à la région Bourgogne, de nouveau, mais c'était un certain nombre d'années plus tard, donc j'ai pas de... Voilà, il n'y a jamais de certitude d'une part. On avait été refusé aussi, on avait tenté à Paris. Non, je dis des conneries, on avait tenté à Paris, en vain. Et donc, on a eu 25 000 euros, le plafond de l'aide régionale, pour ce film. Et clairement, faire un film qui se passe dans les années 50, où il faut louer des costumes, il faut construire un costume de gorille qui coûte au bas mot 10 000 euros dans les différents devis que j'avais eus, où il y a des plateaux à reconstituer, enfin, des accessoires, de la figure. Comment faire un film de ce type-là avec 25 000 euros? C'était pas suffisant, donc j'ai lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Et le film s'est fait donc avec 25 000 euros
de la région Bourgogne et 8 000 euros de Kickstarter. Voilà. Donc 33 000 euros. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as ventilé ton budget? À la fois, je sais qu'il y a une partie qui est passée dans l'équipement Oui. du gorille, mais après, bah, il a fallu convaincre l'équipe technique, il a fallu convaincre les acteurs, il a fallu payer du décor, j'imagine, et puis plein de choses, quoi. Et à la fois, le sujet a été le gros atout, je pense, du projet, quoi. À la fois la difficulté, parce que ça implique des moyens, et en même temps, faute de moyens, avec un sujet qui n'est pas très orthodoxe, pas très classique dans le paysage français du court-métrage, ben, on mobilise des énergies et des gens qui sont intrigués, intéressés par le scénario. C'est que sur la base du scénario, quoi. Donc c'est, par exemple, comment j'ai ventilé. Très honnêtement, je n'étais pas le directeur de production du film, donc j'ai eu la chance d'avoir un très grand directeur de production, Antonin Depardieu, qui a accepté de bosser dessus. Une partie du costume de gorille, donc c'était pas 10 000 euros, c'était moins, donc le budget a été englouti en partie dans le costume, parce que ça semble, j'ai passé plus d'une année à essayer de trouver le moyen de le faire, et presque autant de temps avant d'essayer d'en trouver un en Europe, ce qui n'existe pas, parce qu'on n'a pas cette tradition du gorille costumé du tout, quoi, dans nos pays. En Italie, j'ai essayé chez les loueurs en Italie, en Angleterre, et ils m'ont envoyé tous vers des costumes de farce et attrape que je pouvais acheter moi-même en ligne, quoi. Donc, il a fallu faire du sur-mesure pour Stéphane Coulon, le comédien qui a le rôle principal. Et pour le reste, on a jonglé, quoi. Pour les comédiens, tous les comédiens ont accepté de jouer à titre gracieux. Et puis, on a eu une chance assez phénoménale au niveau de la déco. Donc déjà, d'avoir Anne Sebel qui a accepté de travailler sur le film, ça a été un gros atout pour aider à crédibiliser l'univers. Et donc oui, Anne Sebel, la chef décoratrice, nous a permis d'avoir accès à des accessoires gratuitement ou pour un prix hyper modique. Par exemple, un truc très con, hein, mais quand il s'entraîne dans le plan d'ouverture du film, derrière, au mur, il y a un extincteur acier, bon, pas un extincteur rouge, mais un extincteur couleur alu, quoi, enfin, métal, chrome. Bon, ben, voilà, ce genre de choses qu'on n'aurait pas pu avoir si ça n'avait été Anne, je pense. Et puis, les costumes ont été loués. Marie Berroyer, la chef costumière, a loué les costumes, mais il s'agit d'un court-métrage, donc on essaie d'avoir un tarif préférentiel. Et puis, il y a un autre. L'argent a un impact direct sur le nombre de jours de tournage. Et pour tourner ce film, on n'avait que 3 jours. C'était ridicule, quoi. Par rapport au costume de gorille, pourquoi est-ce que du coup, tu n'es pas allé le chercher aux États-Unis où tu avais la possibilité de le faire? Alors, c'est pas tellement plus faisable aux États-Unis parce que les costumes. Alors, il fallait que le costume ait l'air vintage, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il soit entièrement réaliste. Il ne fallait pas que ce soit un costume de Rick Baker qui avait servi sur Gorille dans la brume, quoi. Il fallait que ça fasse années 50. Alors, j'aurais adoré avoir une mâchoire articulée. C'est faisable parce que c'était déjà fait à l'époque, mais on a manqué de temps, tout simplement. Donc en fait, les costumes anciens sont chez les collectionneurs, pour ce qu'il en reste, parce que c'était du latex, donc il y en a beaucoup qui se sont désagrégés. Et en plus, ils étaient en cheveux humains ou en poils d'ours, enfin bref. Et les costumes plus récents m'auraient clairement, enfin, vu le budget qu'on avait, ça m'aurait coûté le budget intégral, quoi. De le louer, de le faire venir en France, de le renvoyer, c'est juste pas possible, quoi. Donc la compagnie Doigt Pirate l'a fabriqué, sur mesure pour Stéphane Coulon. Voilà. Pour continuer sur les acteurs, comment tu les trouves? C'est des gens que tu connais déjà ou tu fais des castings? Alors, Stéphane Coulon, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y a Stéphane Coulon, j'avais déjà tourné avec lui un moyen-métrage à La Réunion en 2011, sorti en 2012, Le Dernier Voyage d'Émile. Et j'ai écrit le rôle en pensant à lui, parce que Stéphane... comment dire? Il grogne bien. Comment? Il grogne bien. Non, il est mes personnages, quoi. Il est mes personnages et il les comprend et il exprime ce que je veux exprimer sans que j'ai trop besoin de lui expliquer. Et donc, on est vraiment en phase entre ce que j'écris et ce qu'il joue.
Et ce qui est bien, c'est que c'est au-delà de ce que j'imagine. Il porte toujours le personnage au-delà de ce que j'ai imaginé, donc c'est encore mieux. Ce qui fait que j'ai toujours envie de travailler avec lui. Et Flore Bonaventura, j'avais très envie de tourner avec elle. On avait failli faire un court-métrage pour lequel, alors, pour le coup, on n'avait pas eu d'argent public. Donc l'espace de liberté n'était pas total parce qu'il y avait de la nécrophilie dedans. Voilà. Mais donc j'avais pas pu le faire et j'ai écrit ce rôle en pensant à elle aussi. Je lui ai proposé, elle a accepté. Et après, la difficulté sur ce film-là particulièrement, c'était les rôles en anglais, quoi. Parce que le film, pour des questions de cohérence, a été tourné en anglais. Et ce que je ne voulais surtout pas, c'était des comédiens français qui tentent d'avoir un accent américain et donnent quelque chose d'approximatif. Ça aurait totalement desservi le film, cassé la suspension d'incrédulité. Et donc, il a fallu que je trouve des comédiens. Je n'allais pas faire venir des comédiens de Los Angeles ou de New York, donc il a fallu que j'en trouve à Paris. Il se trouve que je connaissais déjà une partie du travail de David Coburn, et par David, j'ai rencontré le reste du cast. Voilà. Et le fait d'avoir choisi un tournage comme ça en anglais, c'était vraiment parce que ça servait ton propos, ou alors c'était une façon aussi éventuellement de t'ouvrir à l'international? Un peu tout. Disons que les Gorilla Man, moi j'ai découvert sur Facebook l'existence d'un groupe, et puis sur un blog, Overblog, truc un peu pourri, l'existence donc d'un groupe de personnes historiens des Gorilla Man hollywoodiens. Et ça m'a fasciné parce que ça a fait écho à des films qui m'ont marqué quand j'étais gosse, que ce soit La planète des singes, le premier, ou King Kong, celui de 1933, même si c'est de la stop motion. Et je ne me voyais pas écrire un film, qui se passe à Hollywood dans les années, quelle que soit l'époque d'ailleurs, hein, qui se passe en tout cas dans un autre pays, sans jouer on n'est plus dans les années 70, quoi. Ça aurait été ridicule de prendre des comédiens français. Moi, j'avais bien envie justement d'attaquer sur la relation qu'il y a justement entre le dire faute et la mise en scène. Bon, vous vous êtes rencontrés. J'ai bien compris finalement peu de temps avant le début du tournage. Très peu de temps. La moitié d'un mois. 15 jours juste avant le tournage. Bon, pour moi qui connais un petit peu justement les prépas et le temps que ça peut prendre, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Du coup, comment vous avez attaqué le truc tous les deux là? Ton découpage était fini, je présume, à ce moment-là. Tu avais déjà un découpage technique bien en place. Non. Greg nous a parlé de storyboard même en place. Non. Parce qu'en fait, moi, j'arrête mon découpage quand j'ai vu les décors. Et jusqu'au dernier moment, il y a des incertitudes sur certains décors. Et surtout, c'est quand je l'ai vu avec Philippe et Anne, à la déco, quand on est allé en repérage dans telle forêt, à côté de Dijon, ou à l'atelier de décor de l'Opéra de Dijon, qui sert là où le Gorilla Man a sa loge, qu'on a discuté des axes, de ce qui était possible et pas possible, c'est là que j'ai pu arrêter mon découpage. Moi, je ne peux pas découper en l'air sans savoir où on va tourner, quoi. Donc, ça implique que... Et donc, tu étais déjà avec Philippe à ce moment-là, du coup? Ah ouais, mais tout ça, c'est au dernier moment. Déjà tous les deux? Oui. On était déjà tous les deux. Je me souviens très bien d'une journée de repérage à Dijon. Et ce qui veut dire que j'ai tout fait au dernier... Enfin, je fais que tout au dernier moment, quoi. Et ensuite, je storyboard. Enfin, il y a des choses qui étaient déjà découpées, parce qu'une séquence dans la forêt, bon, ben, c'est pas l'emplacement de tel arbre ou tel arbre qui va changer les choses. Là, ça va plutôt consister à, voilà, j'ai mon découpage, donc tu crois qu'on pourrait mettre la caméra plutôt là que là, voilà. Mais à l'atelier de décor de l'Opéra de Dijon, c'était un peu différent parce que c'était un décor en L, avec la difficulté supplémentaire que l'atelier est en activité, avec la construction de décors dans le reste du hangar. Donc ça veut dire avec en plus des coups de marteau, de disqueuse, tout ce que vous voulez. Là, une fois qu'on a vu ensemble et qu'on a décidé ensemble avec Philippe, oui, j'ai pu finir de découper. Et après, j'ai fait ce storyboard qui a été notre document de travail. Et je ne me trompe pas. Je ne fais pas de découpage écrit. Philippe, du coup, c'est ça le document que tu as reçu du coup de la mise en scène, c'est un storyboard? Alors, non, moi j'ai eu plusieurs stades. C'est-à-dire que au début, ça a été par téléphone, parce que c'était un peu dans l'urgence quand même, la chose. Les premiers documents que m'a envoyé Thibaut, c'est un mood board
avec le scénario, d'abord en anglais, je l'ai reçu en anglais, ça commence bien, et après je l'ai reçu en français, mais la façon d'écrire de Thibaut est très visuelle. C'est pour ça que peut-être tout à l'heure j'ai inversé la date du storyboard, mais pour moi c'était déjà très... quand on lit du Thibaut, on voit très bien le film. Il y a des écritures plus littéraires. Là, on est dans le concret très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire une analyse de texte. En lisant, moi, j'avais les images. Hein. J'avais déjà. Après, j'avais pas les décors, j'avais pas tout ça, mais les raccords de taille de plan étaient déjà dans l'écriture. Et ils sont très importants, tous les rapports de taille de plan. Et c'est aussi ça qui détermine la lumière et l'environnement du décor. Hein, c'est la taille de plan. Et ça, dans l'écriture, ça y est déjà. C'est déjà bien. Pour un chef-op, c'est ce qu'on appelle des scénarios faciles à lire. Parce qu'ils sont très visuels. Très, très visuels. En plus, moi, c'est un truc. Moi, quand j'étais gamin, je suis beaucoup plus vieux que Thibaut. Et quand j'étais gamin, à la télé, le dimanche, après-midi, il passait des films de Gorilla Man, des films de série Z à la télé. Et cet univers, je l'avais déjà dans la tête. Les images qu'on a faites en noir et blanc, moi, je crois que je les ai déjà vues. Il y a longtemps. Ce côté un peu Fauchman, un peu avec la musique qui emporte tout, parce que la pauvreté des images derrière fait que la pauvreté des décors derrière fait qu'on est obligé de suivre. Et moi, ça, quand j'étais gamin, quand j'avais 7-8 ans, les débuts de la télé, je voyais ça le dimanche après-midi. Et donc, moi, je me suis projeté très, très rapidement, dans cette histoire-là. Et le repérage, moi, j'étais très content du repérage. On a fait ça en une journée, on a fait ça. J'ai fait l'aller-retour Dijon. Je sais pas comment l'a ressenti Thibaut à ce moment-là. On se parlait assez peu parce que d'habitude, quand je travaille avec des réalisateurs, j'ai une vraie complicité qui date de bien avant. Là, la complicité, on était obligé de se l'établir à distance et très rapidement. Mais on se parlait vite et on se comprenait vite. Donc, voilà. Et la complicité, elle est venue après. Oui, clairement. Mais je me souviens d'une de tes craintes à l'atelier de décor de Père Dijon. Le jour des repérages, c'était qu'il y avait c'est un hangar, hein, concrètement, avec des grandes portes pour passer les décors, comme dans les studios. C'était des verrières, enfin des tuiles transparentes, en tôle transparente, qui faisaient que tu avais peur de ne pas avoir la main sur la lumière totalement au moment du tournage, quoi. Puis finalement, tu as super bien géré, quoi, ce problème. Je ne sais plus comment. On les a couverts. D'accord, mais ça m'amène justement à la question du plan de feu. Ces trucs-là, du coup, tu les repères lors du repérage. Ok, bon, il y a une verrière, ça peut poser problème, un problème de lumière californienne ou dijonnaise. Ça, j'ai bien compris la problématique. Du coup, comment tu fais pour anticiper sur ce genre de choses-là avant le début du tournage, pour que ça puisse être installé au moment où vous commencez à tourner? L'extérieur, c'est plus compliqué à gérer. L'intérieur, on le maîtrise. Si on ne fait pas trop l'idiot, on le maîtrise. Si on n'a pas des entrées de lumière, comme disait Thibaut, des verrières ou des choses comme ça, et des entrées de lumière naturelles trop fortes, on peut le maîtriser. Et le plan de feu, suivant mes photos, j'ai dit l'axe lumière principal, il va être dans ce sens-là. Je vois un contre-jour très fort. Je prends le plan de début là pour voir l'image là. Je veux un contre-jour très fort, donc j'ai posé des HMI au plafond derrière, plus la petite lucarne naturelle qui est derrière, mélangé avec de l'artificiel parce que ça se mélange bien et j'aime beaucoup ça. Donc la guirlande, j'ai fait une petite tache sur le drapeau américain avec un petit Fresnel de 500 watts. On n'a pas de très, très grosse source. On avait je crois que la plus grosse source était des HMI 4 kg K5006, là, des Alpha 4. Mais on les a principalement utilisés dans la forêt et dans le plan pour éclairer le fond vert pour faire les plans de découverte. Mais qui n'était pas prévu initialement. Ouais, ce qui n'était pas prévu comme ça. Mais ce que j'avais prévu moi pour l'extérieur, si on faisait l'incruste à l'extérieur pour remonter le fond vert. Mais je travaille avec très peu de sources. Comme disent les loueurs, Philippe, c'est pas avec toi qu'on fait le satis, c'est un peu chiant pour les devis, mais bon, je travaille pas avec beaucoup de sources. Voilà. Et
On a des caméras sensibles, j'aime bien jouer avec. Je travaille pas, j'aime pas travailler à 11 dans un studio, quoi. En gaffe, j'entends. J'aime bien travailler beaucoup D'accord. plus bas. Et voilà. Les conditions de tournage n'étaient pas du tout celles qu'on avait rêvées au niveau de la Non. météo, donc ça a quand même eu un impact, Non. même quand on était en intérieur finalement. Ouais. Mais les 2 premiers jours, c'était extérieur, jungle, forêt californienne, et Ouais. il a plu, quoi. Ouais. Non, le truc, c'est que les extérieurs, c'est pour ça que je dis que c'est toujours le plus compliqué. Moi, c'est les extérieurs parce qu'on n'a jamais la météo des repérages. En repérage, il faisait un soleil superbe et on avait vu dans le sous-bois, c'était juste parfait. Il y avait juste à jaunir un peu l'image et hop, on était en Californie. Et là, d'un seul coup, on arrive, il tombait des hallebardes et puis tout était vert fluorescent, tout ce que n'aime pas la vidéo, quoi. Donc là, j'étais obligé de rééclairer dans la forêt, ce qui était le plus chiant. Alors, pour avoir cet effet de chaleur et de choses comme ça, il faut donner de la patate, et pour donner de la patate, c'est sorti la chimie dehors, quoi. C'est vrai que les extérieurs, on a passé beaucoup de temps à regarder une appli météo qui donnait, c'est vrai que de mon chef électro qui était assez précise, en disant dans 5 minutes on peut tourner, on a une fenêtre de tir d'un quart d'heure et après il repleut et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais à chaque fois le décor était de plus en plus mouillé, enfin il a été mouillé tout le temps, quoi. Donc de cette base-là, il fallait que on avait quand même une lumière très, très bouchée, très, très bas de plafond avec ce ciel gris et qui passait pas à travers tous ces feuillages. On était en septembre, il y avait encore pas mal de feuilles. Et donc là, il fallait éclairer, il n'y avait pas tortille. C'est pas pour faire joli, c'est pour qu'on puisse voir quelque chose et avoir une continuité aussi. Moi, ce qui me faisait peur aussi, c'est qu'on ait un coup de soleil, un coup de pluie. C'est ça aussi, parce que ça, à l'étalonnage, Bien on sûr, s'en le souvient raccord, beaucoup. Mais autre Donc, difficulté c'est la vie. supplémentaire, David Coburn avait 2 jours de tournage, et en fait, il devait venir le lundi, mardi, mettons, et il a eu un plan payé le lundi, forcément. On lui dit pas non, il est payé, lui. Donc il y va à son plan payé, et il vient le lendemain, sauf qu'il avait des scènes communes qu'on avait commencé à tourner le lundi. Donc heureusement que j'avais déjà tout découpé, et on a jonglé avec les vignettes du storyboard pour savoir ce qu'on pouvait faire le premier jour, ce qu'on pouvait faire le second, et les plans communs, les plans séparés. Enfin, c'était au niveau de la mise en scène et de la lumière, parce qu'il fallait être raccord, c'était de la jonglerie. La pluie était un inconvénient, là, mais le là, film. on sent bien que vous avez tous les deux quand même pas mal de savoir-faire aussi sur la fabrication des films, quoi. Bon, toi, c'était ton 5e, 6e film, Thibaut. 5e, ouais. Ouais. Et juste, toi, Forest, il y a je ne veux même pas savoir, vu la taille de ta filmo, c'est assez énorme aussi. Enfin, on sent qu'il y a du savoir-faire aussi qui est rentré là-dedans, du coup, à la fois le plan de travail, aussi l'établissement des ordres, la communication avec ton chef électricien aussi, pour que ça soit en place au moment de tourner. Voilà. Mais même quand on n'a pas l'expérience de 50 ou 60 films, il y a une chose qui remplace l'expérience. Ça s'appelle le travail. Au moment où Thibaut m'a contacté, je sortais d'un film où j'étais pas heureux parce que justement le film avait manqué de travail. Il avait manqué de boulot parce que le réalisateur n'avait pas assez réfléchi à son film. On galérait surtout, on était à la ramasse tout le temps, on était en retard tout le temps. Et juste pour une seule raison, c'est que le boulot n'avait pas été fait avant. Et quand le réalisateur ne sait pas ce qu'il veut, c'est souvent qu'il n'a pas assez pensé, qu'il n'a pas assez bossé son film. Il l'a pas bossé. Et pareil pour la lumière, si tu arrives sur le plateau et tu dis attends, comment je vais faire ça, c'est déjà trop tard, ta journée elle est passée. Sur la manière de tourner, du coup, j'ai noté que vous avez tourné en numérique, ce qui est un choix, bon, évidemment, assez ordinaire de nos jours, hein. Vous avez choisi, alors dites-nous quelle caméra vous avez choisi, et moi j'aimerais bien savoir du coup si vous l'avez choisi ensemble, si c'est toi Philippe qui l'a proposé, du coup, ça m'intéresse aussi la relation qu'il y a entre la mise en scène et la photographie à ce niveau-là, et pourquoi. Petite précision sur le numérique, idéalement j'aurais voulu qu'on tourne la partie noir et blanc en péloche, mais on n'a pas eu le budget pour. Voilà. Génial. Ah ben c'est une belle. Non, c'est très bien que tu nous dises ça. Donc du coup le budget a éliminé un potentiel tournage en 35 pour la partie. Même en Super 16 noir et blanc pour la partie noir et blanc. Ouais. Super 16, ouais.
Ok. Ouais. Très bien. Et pour la Alors, photographie principale, du coup, c'était entendu dès le début que vous faisiez du numérique ou c'était oui. aussi un truc que tu aurais bien tourné en argentique Alors, on idéalement. aurait bien aimé, mais bon, faut être réaliste Réaliste, aussi de temps en temps. Et, Voilà. et on a un pays où c'est compliqué de tourner en chimique maintenant, parce que en 2009-2010, tout a disparu, tout a explosé. C'est-à-dire qu'il y a encore des caméras, mais on n'a plus de labo, on n'a plus rien. Il y a eu il y a quelque chose qui a conditionné le choix de la caméra, ça a été le plan du ralenti. Voilà. Moi, je travaille beaucoup en Alexa. J'ai travaillé pas mal en Sony, assez peu en Panavision parce que j'ai pas eu des bons souvenirs. Et donc, ce qui a guidé le choix de la caméra, c'est le ralenti au milieu. Et à un moment, pour ce ralenti-là, il fallait qu'on puisse monter assez haut, il fallait qu'on puisse monter à minimum 120, 200 ou 200 images. Je ne sais plus combien d'un tournage, je crois qu'on a tourné à 120, si j'ai bonne mémoire, le film. Et l'Alexa, elle ne montait pas à 120 avec la résolution 2K de l'époque. Parce qu'on a tourné en 2015, la caméra était quand même... L'Alexa était moins évoluée que maintenant. Et la seule caméra qui était capable de donner de la haute vitesse, j'enlève l'arête, je mets l'arête de côté parce que l'arête, je l'utilise pas en fiction, je l'utilise qu'en pub. Mais donc, la seule caméra qui était capable de donner cette vitesse-là, c'était la F55 Sony à l'époque. Voilà. Donc, c'est la caméra qui a choisi qui a choisi le film, en fin de compte. Voilà. C'est ce qui est à peu près le plus pur en colorimétrie. C'est pas forcément le plus marrant, mais c'est le plus. Non, mais au moins c'est neutre, ça donne une base de départ c'est neutre. Voilà, tu peux la tirer où tu veux après. Et vu qu'il fallait qu'on refasse la Californie en plein été en Bourgogne, autant partir sur le plus neutre possible. Voilà. Et comme ça, tu peux le travailler là où tu veux, justement. Ça m'amène du coup à une autre question, parce que bon, là, on parle de caméra à l'instant, mais tu peux pas ignorer la question des optiques ou du filtrage, du coup. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, quel type d'optique, quelle valise d'optique tu as choisi, du coup, et quel filtrage tu t'as mis dessus? Les caméras cinéma, digital cinéma sont très piquées, très froides, très peu organiques, en fin de compte, très numériques. Généralement, je prends des optiques douces. Alors, les optiques douces, c'est Angenieux, c'est Cooke, c'est Leica. C'est des optiques qui cassent un peu ce rendu hyper froid, hyper précis, ce piqué trop fort pour moi, qui a un piqué beaucoup trop fort, qui enlève de l'âme au pot, aux comédiens et au décor. Et dessus, je casse encore un peu plus cette définition en remettant un SoftFX en permanence. Alors SoftFX permanent, sur tous les plans du coup. Tous les plans. Alors après, je module la puissance du SoftFX en fonction de la largeur du plan. Sur un plan serré, je ne vais pas mettre un SoftFX 2, à moins que la comédienne soit très très vieille. Mais sinon, je travaille tout le temps entre quart, demi et 1, suivant la taille du plan. Et tes optiques, alors, t'as pas balancé là, tes optiques. Laquelle t'as choisi là? Cooke, j'ai pris du Cooke. Ah, Cooke. Une série S4. Quelle série du coup tu as? S4. S4. Et j'avais rajouté quelque chose en plus, c'est pour les images en noir et blanc dans le film. Il me fallait, je cherchais une vieille optique vintage que j'ai pas trouvée, ou au moins une optique cassée, parce que en fin de compte, la problématique du film, c'est que c'est des films fauchés à l'époque, donc ils n'avaient pas un matériel extraordinaire, même c'était pas des bonnes caméras qu'ils avaient, c'était pas la meilleure pellicule, c'était pas les meilleures optiques, parce que c'était des films fauchés qui tournaient c'est de la série Z qui tournait à l'époque. Donc il fallait que je casse un peu cette image trop propre et trop. Alors donc j'ai mis faut que je retrouve le nom, c'est un Lens Baby. Voilà. Toutes les images en noir et blanc sont faites au Lens Baby. Le format de tournage, c'était 2K RAW ou pas RAW? Non, on n'avait pas les moyens de tourner en RAW, parce que c'est un petit budget. Et puis le RAW, c'est très gentil au départ, mais c'est une chaîne qui s'auto-alimente
financièrement. Et les logs sont, honnêtement, j'ai rarement besoin du bureau en film. Donc S-Log 2, voilà. Et 4K du coup ou 2K directement? On a tourné... 4K Non, on est et en... rebasculé en 2K pour le film. Ouais. Voilà. Ok, donc le DCP est 2K, mais vous avez quand même tourné les rushs en 4K. Ouais. Bon, ça nous donne envie de regarder des scènes un petit peu du coup. Bah oui. On a isolé quelques petits extraits, c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure et on a envie de voir quelques petits bouts d'extraits du film. Donc ça, le film s'ouvre là-dessus. Au départ, on ne sait pas ce qu'on voit. Parce que là, il y a pas... Je ne sais pas s'il y aura le son. Ouais. En tout cas, il est ructe, il grogne. Et mon but, c'était d'interpeller, de choper le spectateur instantanément en le faisant s'interroger en fait sur ce qu'il est en train de voir, de façon à le faire rentrer dans le film par l'interrogation, voilà. Par l'interpellation. Voilà. Et après, le mouvement, la séquence. Donc en fait, la caméra est d'abord spectatrice dans un léger travelling arrière de ce qu'il est en train de faire, et il finit. Comme vous le voyez, donc là je décris ce qu'on voit, ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est pas grave. Non, c'est surtout qu'en fait, il se rapproche de la caméra et là, soudain, sa ligne de regard change. Et en fait, dans le plan séquence, la caméra change de fonction, c'est-à-dire que elle devient un objet qui est le miroir dans lequel il se regarde, en fait. Ce qu'on ne sait pas au départ, ce qu'on comprend dans ce moment-là normalement. Et donc c'était casse-gueule. Voilà, je pense en termes de mise en scène. De passer dans un seul plan de la caméra de caméra observatrice à sujet presque. Parce que en plus, moi, je suis assez adepte des regards cam. Donc, tester ici parce que finalement, on passe d'un regard cam où il y a le travelling arrière et il finit par le regard cam sur un nouveau regard cam dans le plan qui suit. Et parce que là, donc, on est à l'intérieur du masque de gorille, voilà, où il était là. Techniquement, il est assez compliqué parce que d'abord, on part d'un plan où on est isolé, justement, on ne veut pas savoir où il est, on a juste le grognement qui doit interpeller le spectateur. On recule sur un travelling pour découvrir l'ensemble du décor, le situer dans son décor. Et lui, il se rapproche de la caméra, c'est une sorte de travelling compensé, un peu compensé par le comédien. C'est assez rigolo à faire. Et le jeu, c'est qu'ils finissent... il y a des hauteurs de caméra qui étaient un peu compliquées à régler au départ, sans trop bouger, sans descendre sur pied, qui ne fasse pas un faux mouvement de grue à la con qui aurait été parasitant, et pour arriver à cette hauteur de miroir. Et ça, c'est assez marrant à faire. En plus, il y a une chose que j'aime bien, moi, parce que pour moi une vraie citation de cinéma, c'est La Nuit américaine, c'est le comédien qui marche sur les rails de travelling et que ça ne se voit pas. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène de La Nuit américaine où Jean-Pierre Léaud cite je ne sais plus qui en marchant sur des rails de travelling comme s'il n'y avait pas de rails. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Lui, les rails, il les a pile au début et on ne le voit pas marcher sur les rails. Et ça, j'aime bien aussi. C'est un côté cinématographique que j'aime beaucoup. Et puis le regard caméra, on n'a pas le droit de le faire tout le temps, mais là, j'aime bien. Et en lumière, alors pour juste la lumière, c'est que quand il se rapproche de la caméra, il faut que j'ai déjà l'intensité de la lampe de la table de maquillage, qui à ce moment-là n'existe pas. Donc c'est un jeu de raccord de lumière qui doit faire ça aussi. Voilà. Ça marche très bien. En réalité, il est les bras, les mains dans le dos. Voilà. C'est la magie du cinéma, ça triche. Voilà. Qu'il y a vraiment une barrière physique entre le personnage principal et les autres, qui est une barrière donc effectivement physique par le masque, mais qui est aussi symbolique et qui marque un peu la distance sociale que cet acteur, dont le réalisateur, il en parle en parlant du larbin, quoi. Donc il y a cette distance sociale entre le personnage principal et les autres. Et du coup, je trouve que l'idée est vraiment forte. Et j'aimerais bien savoir comment tu as eu cette idée, comment était venue l'histoire un peu de cette idée. L'idée m'est venue. J'ai un penchant, j'ai un faible pour les personnages en marge. Voilà. Et puis, je trouve ça, quand je me suis intéressé à ce site, parce que donc Planète des Singes, King Kong, mais quand j'étais gosse, quoi. Quand je me suis intéressé à ce site, et à ceux ce site sur les Gorillaman hollywoodiens et à ceux qui les aiment,
je me suis rendu compte que notamment Charles Gemora ou Steve Calvert ou encore d'autres étaient rarement cités au générique. Et donc, ce sont des visages marquants qui qui comptent pour certains spectateurs qui les remarquent, justement, et qui sont totalement anonymes, parce que ce ne sont que des bêtes sauvages, quoi. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce Ouais. Matte Paint? Le fond vert, on l'avait pour l'extérieur, donc c'était plutôt bien. On avait déjà du 2 x 6x4 pour faire les grandes découvertes, pour que la voiture puisse passer. On avait tout prévu, tout était, sauf la météo, on avait tout prévu. Et donc on a rapatrié le fond vert à l'intérieur du plateau, de l'atelier de décor. Il a fallu éclairer le fond vert, se retourner, avoir un peu de recul, mais on avait quand même les limites physiques du bâtiment, la porte. Et le vrai problème qu'on a eu, c'est qu'en fin de compte, il pleuvait tellement, les arbres étaient arrachés, c'était la tempête en Bourgogne, que l'eau, elle est rentrée par-dessous la porte et montée par capillarité dans le fond vert. Et le vert normal en haut est devenu vert très foncé en bas à cause de l'eau. Donc, voilà. Ça a posé pas mal de problèmes ouais. à Julien Roger, qui a fait tout le compositing. Ouais, c'est pour le compositing qui a refait un travail formidable parce que le verre était vraiment pas égal. Moi, je l'avais fait le plus égal possible, mais là, il était vraiment pas, quoi. Et on a refait aussi plein de petits éléments qu'on a remis dedans, la caméra, des choses comme ça. Après, il y a eu beaucoup de bricolage de fait, mais là, il est fantastique, notre fabricant de VFX, là, parce que... Alors, il y a Stéphane Keller qui a fait le plein de matte painting. Stéphane Keller a fait le matte painting et Julien Roger a fait tout ce qui était keying et compositing, voilà. Et ensemble, c'était, voilà, un duo infernal et qui a grandement contribué à ce que ces séquences fonctionnent déjà et à ce que je puisse avoir une belle affiche aussi. Voilà, partie de cette vue extérieure pour créer l'affiche. C'est une scène très importante dans le film et il y a plein de choses intéressantes et il y a même un petit accident de météo qui vient peut-être la servir. Je ne sais pas qui veut en parler en premier. Philippe? Moi, quand on me parlait de choix de scène, moi j'aime beaucoup cette scène d'abord parce que c'est le cœur du film quelque part et on se battait tellement contre la pluie toute la journée pour pas la voir et dans cette scène au ralenti, elle a les cheveux qui se prennent dans les branchages et d'un seul coup il y a des gouttes de pluie qui tombent et je trouve que ça rajoute un charme inespéré à cette scène. Enfin, on l'aurait tourné en plein jour, c'est peut-être un petit détail qui m'aurait manqué. Enfin, en pleine hors pluie, c'est peut-être un détail qui m'aurait manqué et j'aime beaucoup ce côté vaporeux et des choses qui bougent et j'aime bien ce truc qui a un défaut, je trouve qu'il amène de la qualité à cette scène. Voilà. On ne savait pas du tout si ça fonctionnerait, quoi. C'est-à-dire que dans un moment ralenti, alors elle était décrite comme ça dans le scénario, mais qu'il y ait ce point de bascule entre elle joue, alors lui il a retrouvé son singe intérieur, il se saisit du personnage, mais est-ce le Gorilla qui se saisit de la comédienne, voilà, et les choses basculent et ça vire en étreinte sensuelle et pas explicite, et un peu érotique, et ça pouvait totalement foirer et être ridicule, quoi. J'avais aucune certitude que ça fonctionne. Et il se trouve que j'avais un retour, grâce à Philippe, j'avais un retour du ralenti, moi, sur le plateau. Donc les comédiens étaient à 5-6 mètres de là où j'avais mon combo, et je regardais ce qui était en train de se tourner. Et il n'y avait pas de son, enfin voilà, Flore se débattait, donc j'avais les bruits en live, et là, j'ai autour de moi des membres de l'équipe qui sont venus regarder pendant la prise, et la charge sensuelle était vraiment, vraiment là, quoi. Et j'ai su tout de suite, ça faisait de l'effet, quoi. Ça faisait de l'effet de voir ça, et j'ai su aux personnes qui venaient regarder le retour d'image au ralenti que ça allait fonctionner. Même si on aurait pu le foirer au montage du fait de la musique, notamment. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé dans cette scène finale, c'est outre que c'est un clin d'œil à la première scène évidemment du film, mais c'est le travail sur le son qui est très important, quoi, qui fait passer complètement ce qui se passe. Et voilà, je trouvais que j'ai trouvé remarquable ce grognement un peu amplifié. Et
Et voilà, bon, toute la scène repose là-dessus, et avec le rappel du jeu, justement, de la scène qu'on vient de voir, aussi, entre les deux personnages, quoi. Donc j'étais frappé par le son. Est-ce que ça a posé des problèmes spéciaux ou voilà, Alors oui, ça a posé des problèmes. Disons que moi, Stéphane Coulon, alors là, on parle plutôt de. Alors, ça a un impact sur la technique ensuite, hein, mais Stéphane Coulon n'arrivait pas à trouver son grognement. Moi, je lui faisais. Il me dit, je ne sais pas faire, j'y arrive pas. Ce qui, moi, me semblait. Pour moi, tout le monde peut faire ça. Et il n'y arrivait pas. Et en fait, il l'a trouvé très facilement sur le plateau. Donc, je pense que là encore, le costume a bien aidé à rentrer dans la peau du personnage. Et d'ailleurs, dans quasiment tous les plans du film où le gorille grogne, Ludovic Elias, l'ingénieur du son plateau, avait placé un micro HF dans le masque, ce qui fait qu'on entend en live ce que Stéphane joue vraiment. On l'a fait, donc elle partait vraiment du fond, on l'a fait en intégralité, on a fait tout son déplacement en intégralité. On a fait 7 prises, et 7 prises, c'était le plus grand nombre de prises sur tout le court-métrage, quoi. Donc, et c'est le dernier, je crois, qui est le bon. Parce qu'il fallait qu'elle s'arrête au bon endroit dans le petit plan. bout de gaffer. Pas trop. Ben ouais, mais le problème c'est qu'elle regarde. Enfin, bon, elle a du métier largement, mais elle regarde devant, donc il faut qu'elle pas si évident que ça, mais qu'elle soit pas trop près de la caméra. Donc il y a un équilibre entre les deux personnages dans l'image. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on l'a refait. Et franchement, il était là pour le coup, on a fini un peu tard ce soir-là. C'était le dernier plan de tout le film. Et je me souviens, Philippe, pour toi c'était bon, et je me souviens avoir insisté pour en refaire un ou deux. Et voilà. Et j'ai reconnu que tu avais largement raison d'en demander un peu plus, parce que souvent sur les courts-métrages, les réalisateurs ont du mal à lâcher leur film, ce qui est normal, hein, même pour tous les films, les réalisateurs ont du mal à lâcher le dernier plan, parce que c'est la fin de quelque chose à un moment donné. Je pense, comme je connais assez peu Thibault, je dis tiens, il est dans le syndrome du réalisateur qui veut pas lâcher son film, il va pousser jusqu'au bout, alors qu'on était déjà à la 6e prise, 7e prise, il pleuvait, il y avait plus de son possible, c'était une catastrophe. On faisait plus de son direct à ce moment-là, il y avait plus de juste avant, il y avait plus de son, enfin c'était un vrai problème. Et je dis tiens, il veut pas lâcher, bon bah. C'était un peu casse-gueule quand même. Et en fin de compte, quand j'ai vu le montage, quand j'ai vu le premier montage où j'ai dit tiens, faut que je la boucle, et il avait raison. En fin de compte, il n'y a qu'un patron sur un film, c'est réalisateur, il n'y en a pas 50. Mais ils ont tous pris des risques sur ce film-là, hein, parce que ça pouvait vite être bidon, quoi. Mais pour moi, ce qui au niveau de la direction artistique, fait que ça a fonctionné, c'est vraiment ce trio entre la lumière de Philippe, les décors de Anne et les costumes de Marie Berruyer, quoi. Enfin, je m'estime super chanceux, voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Bon, le temps passe super vite, du coup, on avait prévu de montrer 2-3 plans où on avait les rushs bruts en log 2 et les rushs étalonnés, comme vous les avez sortis. Moi, j'avais quand même une petite question là-dessus qui m'intéresse beaucoup, du coup, au niveau de l'étalonnage. C'est un peu, on appelle ça la science couleur, ou sur le choix du tirage. Vous avez 2 positifs dans le film. Un, évidemment, le 4/3 noir et blanc, très contrasté, qui bien sûr révèle le film de l'époque, et puis la photographie principale, j'ai envie de dire le positif du film tel que vous l'aurez tiré. Alors je peux voir, si je regarde les rushs, en tout cas, je vois que c'est tiré nettement plus dur. Ça, c'est toujours le cas quand on a des rushs en log, ils sont tirés plus contrastes, mais ils sont aussi clairement plus chauds. Je vois pas mal les tons chers émergent assez bien de la photographie, malgré la température ambiante réchauffée. Et donc, je sais pas comment ça s'est passé à l'étalonnage. Est-ce que vous avez fait ça en labo? Est-ce qu'on peut citer de labo? Je sais pas. Est-ce que vous savez un peu plus sur les méthodes qui ont été employées? Sur Michel Petit, on a travaillé chez lui à l'époque, qui était dans un local un peu compliqué. On a travaillé ça sur DaVinci, Zoll. Le plus compliqué à l'étalonnage, c'était de donner une teinte à la forêt, quoi. C'est-à-dire entre le vert et le jaune, là, ce qu'on voit, c'est-à-dire de repasser un peu
au côté californien de la forêt bourguignonne. C'était un peu plus compliqué. Le show, on était assez d'accord avec Thibaut. Je lui ai montré des choses que j'avais faites aussi. Moi, je travaille beaucoup dans le show. J'aime bien travailler dans le show et Thibaut aimait bien ça aussi. Ouais. Donc, c'était un peu orienté au départ. Hein, le mélange des sources artificielles avec les sources chimiques ou naturelles oriente aussi vers le show. Et après, pour enlever le show sur les visages qui peuvent très vite passer au magenta, on a souvent fait des masques au visage pour rester dans la norme sur le visage pendant que le reste de la forêt était, par exemple, chaude. Donc, pour conclure, quel conseil on pourrait donner en fait à un futur auteur de court-métrage? Eh bien, bosser, savoir s'entourer, pas lâcher, mais ça ne veut pas dire s'entêter comme un abruti, et avoir surtout confiance en soi par rapport au projet, j'entends, parce que personne n'aura jamais autant confiance en vous que vous-même. Donc si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous risquez pas de convaincre d'autres personnes de s'embarquer avec vous, quoi. Je parle spécifiquement par rapport à un projet. Et donc à partir de là, je pense que ça permet d'avoir une énergie qui embarque une équipe, quoi. Et puis respecter les gens. Pas les traiter comme de la merde et considérer ce qu'ils peuvent apporter au film, ce qui est quand même la finalité, c'est d'avoir faire le meilleur film possible, quoi. Donc à partir de là, respecter les gens aussi. Voilà. Et faire des économies aussi, du coup. Ben Il faut non, payer. Alors moi je dirais ne pas investir d'argent personnel. Ça, je crois que c'est un conseil que c'est John Ford, je crois, d'après la légende, qui a dit ça à Spielberg quand il a commencé à rentrer dans le système des studios. Ne mets jamais d'argent personnel. Et je pense que c'est un conseil qu'il faut suivre, sauf si on parle de 500 €, ou, enfin voilà, de sommes dérisoires. Mais y laisser sa chemise, c'est pas non plus un bon plan. Et encore une fois, ça veut dire qu'on ne travaille pas de façon professionnelle. Donc faire des économies, non, même pas. Travailler de façon économe, oui, voilà. Tu as quelque chose à ajouter, Philippe, peut-être, sur ces questions-là? Faut qu'il y ait une empathie des gens, faut qu'il y ait une adhésion des gens à votre projet. L'adhésion des gens à votre projet, elle est due à la qualité de votre projet, à la qualité de votre personne et à la qualité de la façon dont vous le présentez. Voilà, je pense que c'est les trois choses principales. J'ai fait pas mal de courts-métrages. On en parlait avec Thibaut. Là, j'ai fait des courts-métrages qui sont allés, j'avais même un qui a eu 256 sélections, là, je ne sais pas combien de prix. Mais c'est ce moteur-là qui emmène jusqu'à ce moment-là, jusqu'aux sélections, jusqu'à tout ça. Ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Il faut travailler avec les autres et les autres vous suivent si vous avez un projet qui tient la route, auquel vous croyez vous-même. Moi, Thibaut, je l'aurais jamais suivi s'il croyait pas dur comme fer que Dijon, ça ressemble à Hollywood comme des gouttes d'eau. J'y serais jamais parti. C'est en l'écoutant. C'était évident de le suivre. Et cette évidence-là, ça se travaille. Ça se travaille parce qu'il connaissait son sujet. Moi, si je l'avais lancé à l'époque sur les Gorilla Man, il m'en aurait parlé pendant toute une nuit. Enfin, il connaissait son sujet, il n'y a pas de souci. Voilà. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est un endroit où on ne gagne pas d'argent, il faut être clair. Hein. Il y a quelques-uns qui gagnent de l'argent avec le court-métrage, mais pas beaucoup. Quand je suis payé, je suis rarement bien payé. C'est pas là. Je me rattrape ailleurs. Mais on y adhère pour les histoires d'humain et de qualité humaine. Pas mal. Super, merci beaucoup. On va conclure. Donc, merci beaucoup. Merci à vous deux. À vous deux, ouais, bravo. Merci à vous de votre accueil et de vos questions. Merci.